Bien, voilà. Alors nous sommes partis pour une nouvelle séance. Il s'agit du troisième choral. Je propose ici un choral original. Ça n'est pas une mélodie de chorale à proprement parler. Elle a quelques aspects, enfin elle a un aspect qui n'est pas tout à fait typique du choral, mais j'ai fait exprès, j'ai voulu proposer ça. Le côté plus choral, c'est la deuxième partie, où on voit quelque chose d'extrêmement linéaire, tellement linéaire que c'est intégralement conjoint. Alors on est bien en mi mineur. Je pars du mi grave pour un soprano, et ça monte au mi aigu, donc il y a quand même ces parties-là qui sont importantes. Donc ce que je voulais dire, c'est que la deuxième partie est très conjointe, tellement conjointe qu'elle part de la tonique supérieure pour descendre conjointement jusqu'à la médiante et s'y arrêter. Sous-entendu, c'est bien un accord de tonique ici, ça sera un accord de tonique au départ. Là, le côté atypique est bien sûr dans la première partie, alors je l'ai fait exprès, ça m'intéresse. Et ça m'intéresse parce que je pense que c'est réellement intéressant et que c'est formateur pour les élèves. On a ici, au contraire, quelque chose de très disjoint. Mais il ne faut pas s'y tromper. C'est disjoint, mais comme par hasard, ce sont beaucoup des quartes et des quintes. C'est-à-dire que ça va être plutôt très stable au point de vue harmonique. Ça sera beaucoup des toniques et des sous-dominantes et des dominantes finalement. Mais ça fait un zigzag, c'est-à-dire que la mélodie part attraper la quinte de l'accord, revient sur la fondamentale, repart sur la fondamentale de l'autre, etc. Donc elle fait des grands sauts comme ça. C'est quelque chose qui peut être assez beau dans la musique et qu'on trouve beaucoup chez des compositeurs comme fin 19e, des motifs comme ça qui sont joués par exemple par les cuivres, c'est ces motifs très larges qui sonnent comme chez Bruckner par exemple, dans la symphonie de Bruckner. Voilà. C'est-à-dire une mélodie qui franchit de grands intervalles sur une harmonie très stable. Voilà, je vais le jouer bien sûr. Donc j'ai bien... Je me suis trompé, bon, je m'en excuse, c'est pas grave, j'ai fait des croches, si, la, sol sont des noirs, si, là j'ai joué des croches, ça n'a aucune importance, on y reviendra de toute façon. Je fais remarquer ici un mouvement, je l'ai joué, quand je l'ai joué, je l'ai fait un peu entendre, j'ai une tonique qui est bien posée, qui est longue, une dominante, saut de quinte vers l'aigu, et là j'ai mi, là, il y a quelque chose de dynamique dans le mi, là, c'est-à-dire c'est un peu comme un mouvement dominant tonique, hein. Je ne sais pas si c'est le cas, on verra. Et là, suivi du même si. C'est-à-dire que ça et ça est un peu équivalent. J'ai ces deux cartes comme ça qui sonnent. Je pense beaucoup au cuivre. Hein. Il y a ce côté un peu, pas triomphant, c'est pas le mot, mais enfin très clair, très ascendant. Voilà. Donc il y a un premier motif. Comme par hasard, je trouve, je fais beaucoup de commentaires, mais je pense que je suis un petit peu là pour ça, je trouve que ce saut de quinte n'est pas extrêmement dynamique. Ce sont deux notes posées. La tonique, la dominante. Et ça, c'est par contre dynamique. On entend le mouvement mi, la d'une part, si, mi d'autre part. Et puis c'est faible, fort, temps faible, temps fort, temps faible, temps fort. Et arrivé à ce point culminant, qui est la dominante, la tonique pardon, du haut, j'ai une descente qui au contraire est un espèce de reflux très calme. Voilà. Alors de la même manière, j'invite tout le monde à travailler, à réécrire, je me mets de côté pour laisser voir le tableau correctement, à réécrire ce texte et à le travailler, à écrire une basse, puis réaliser à 4 voix. Et après, on peut évidemment essayer de partir d'éléments très simples jusqu'à des éléments un peu plus complexes. Voilà. Bien, alors maintenant je vais procéder au travail d'écriture et je vais commencer à écrire une basse. Alors, il va y avoir un petit problème, justement, je propose ça pour que le problème soit réglé. C'est une vraie question, quand ça n'est pas très facile, ce n'est pas difficile en fait, hein, mais il y a quand même une petite question. Comment traiter un saut de quinte dans le soprano? C'est a priori pas si évident que ça, parce que c'est une différence importante, ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer? Changement de position, etc. On va voir, il y a différentes possibilités, je n'en prends qu'une, c'est la seule bonne à mon avis. Alors, je vais tout simplement écrire une tonique ici, et ce sera bien sûr mi, sol, si, mi. C'est même pas la peine de réfléchir, c'est très évident. Je vais avoir un accord de tonique à l'état fondamental, avec fondamental au soprano, position fermée. Alors maintenant, le si, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais imaginer, je ne vais pas le faire, hein,
je pourrais imaginer, c'est une idée, hein, c'est une idée qu'on peut avoir, une harmonie de mi tout le temps, avec des changements de position. Je pense qu'il vaut mieux opter pour quelque chose d'un peu plus dynamique, c'est-à-dire un accord de dominante ici. Bien sûr, alors je vais le faire, tonique dominante, bien sûr, il est totalement exclu d'avoir une dominante à l'état fondamental. Hein. Ce sont des octaves consécutives, quand bien même sont-elles pas mouvement contraire. J'ai mi, si, c'est absolument impossible. Donc j'ai les deux fondamentales au soprano, donc forcément ce ne seront pas les deux fondamentales à la basse. Donc forcément, je vais avoir recours à l'état de premier renversement, c'est-à-dire un Ré dièse chiffré 6. Voilà. Et puis, je peux très bien avoir, enfin très bien, je pense que c'est une bonne chose, retourner tout simplement sur la tonique. Mi. Voilà. Je ferai un peu plus de détails après. Alors par contre, maintenant, j'en arrive à quelque chose, encore une fois, pour la énième fois, que nous connaissons bien. Nous l'avons traité notamment dans le deuxième choral. Nous avons vu le saut de cartes mi-la. Dans le deuxième choral qui était en la majeure, c'était dominante tonique. Ici, c'est tonique sous-dominante en mi. Eh bien, je ne vais pas refaire le détail, mais je crois que c'est clair pour tout le monde. J'ai mi-la, je peux très bien avoir... C'est un peu la même chose qu'ici d'ailleurs. Hein. Si je faisais tonique sous-dominante, j'aurais aussi, de la même manière, mi, la, octave consécutive. Donc, pas question. Donc, ici, je pense qu'il est bon d'avoir un enchaînement tonique, sous-dominante, mais dont la sous-dominante est renversée. Autrement dit, il y a quand même une analogie entre ça et ça. J'ai tonique dominante avec le deuxième accord renversé. Ici, j'ai tonique sous-dominante avec le deuxième accord renversé. Du fait que, de ces grands intervalles, finalement, ce soprano, avec ses grands intervalles, prend des fondamentales, ne chante que les fondamentales, et c'est pour ça qu'il bouge. C'est bien ce qui se passait, quand j'en ai parlé tout à fait au début du deuxième chapitre, c'est bien ce qui se passait à la basse. Finalement, on donne au soprano un rôle de basse, c'est bête de le dire, parce que ça tout sauf une basse, mais ce que je veux dire par là, c'est que le soprano ici se met à chanter les fondamentales, donc il monte et il descend comme le faisait la basse quand on était à l'état fondamental. Et c'est du coup la basse qui est linéaire. C'est très intéressant. J'inverse les rôles. Hein. Voilà. Ça, que chacun note cette remarque, c'est très important. Alors, pardon. Maintenant, j'arrive à la dominante. La note dominante ici. Je pourrais imaginer de l'harmoniser par une tonique. Je pense qu'il est bon d'avoir un petit repos. Ça n'est pas un repos parce que c'est un temps faible, mais un aboutissement sur dominante. En ça, je l'avais montré à de nombreuses occasions, j'ai ici une dominante sous forme d'octave. Cette octave, elle vient de... Donc j'ai un mouvement sous-dominante-dominante, c'est ça que je veux dire, et j'ai une sixte qui s'ouvre sur l'octave. J'aurais pu avoir, souvenons-nous, nous l'avons déjà eu, pour l'accord de La, un La et Do, La Do qui se ferme sur Si-Si. Là j'ai Do La qui s'ouvre sur Si-Si. Je n'écris pas plus parce que ça serait... trop chargé le tableau. J'enlève même ce trait. Hein. Je crois qu'on s'est bien compris, on l'a vu. Hein. Dans la base de données que j'ai proposée en sol mineur précédemment, on avait bien ça, l'arrivée sur octave de dominante, hein, par mouvement contraire des voix. C'est tout, je ne fais pas de commentaires supplémentaires. Donc maintenant ici, j'arrive au saut de carte. Et bien encore une fois, ce saut de carte, de toute façon, je l'avais déjà signalé dans l'observation du chant, j'avais bien montré que ça et ça étaient équivalents. De la manière que j'ai ça ici, je peux très bien avoir ça ici. C'est-à-dire que là, j'avais... Donc on va se retrouver, hein, il y a une analogie, hein, entre ça et ça. Fondamentale renversée, fondamentale renversée. C'est-à-dire accord de dominante puis tonique. On voit bien, hein, la similitude tonique sous dominante et ici dominante tonique. C'est la même chose du point de vue du fonctionnement, je dirais. Voilà. Et à partir de là, j'amorce la deuxième partie, où cette fois-ci, le soprano retrouve sa linéarité, qui lui avait été ôtée ici. C'est intéressant aussi de voir que dans la musique, quand on rattrape toujours les choses, c'est-à-dire quand une mélodie est très disjointe, elle va être plutôt conjointe après, elle ne va pas rester constamment disjointe. C'est intéressant ça. Et en plus, enfin c'est la même idée, c'est-à-dire de la même manière, je reprends ce que je dis, j'essaie de parler un peu plus lentement, je vais trouver.
De la même manière qu'une mélodie est disjointe, si j'ose dire, elle se rattrape en devenant conjointe. De la même manière, oui, je perds le fil, de la même manière, elle est très ascendante, et bien elle se rattrape en étant descendante. C'est un peu la complémentarité. Une mélodie n'est rare, elle ne peut pas être, de toute façon, physiquement, elle ne peut pas être constamment ascendante, puisqu'elle est toujours conçue pour la voix. Fondamentalement, elle est conçue pour être chantée. Hein. Et pour un instrument, c'est pareil. Bon, bien sûr, sur un piano, on peut monter et descendre tant qu'on veut, mais quand on est un instrument monodique, mélodique, on ne va pas franchir, et ça concerne surtout la voix humaine, qui est la référence en matière de mélodie. Voilà, je close cette parenthèse. Donc à partir d'ici, j'amorce une descente. Donc je peux, oh je le fais, j'allais le réserver pour après. Je suis à peu près sûr ici, que je vais avoir une sous-dominante. Sous-dominante. Donc j'ai bien Mi, Ré, Do. On voit bien que ça c'est un accord de Mi mineur. Eh bien je vais faire ce que j'ai fait précédemment dans la basse que j'avais proposée, qui était en Sol mineur. J'ai le 6 ici qui se hausse en Sol dièse. Donc je crée une sensible. J'écris 6, 5 barrés et j'enlève une sensible. La sensible est en Ré dièse, j'ai un Ré bécard. Je ne précise pas bécard, je crois que c'est très évident qu'il est bécard. Ce serait un bécard de précaution, la précaution n'est pas vraiment utile ici. Mais on voit bien création de sensible, suppression de sensible. Pourquoi? C'est-à-dire c'est par attirance vers l'accord de La, qui est fort posé sur le premier temps, l'accord de sous-dominante. Donc il s'agit, encore une fois, d'un emprunt à la sous-dominante. Et puis, j'arrive à ma cadence parfaite, donc je peux l'écrire tout de suite. Si, Mi. Et je peux faire quelque chose que je trouve assez beau. Bon, peu importe, c'est un peu un détail. Je peux descendre sur un Mi grave qui donne quelque chose d'extrêmement profond à l'écriture. Je suis parti de ce Mi-là et j'ai une descente. Grosso modo, j'ai une descente, ça se voit à l'œil. Il y a des petits zigzags de notes, mais j'ai un peu un genre de gamme qui descend. J'ai toutes les notes de la gamme, c'est intéressant. J'ai Mi, Ré, Do, Si, La, Mi. Bon, il n'y a pas de Sol. Si, le Sol est ici d'ailleurs. Fa, pardon, c'est le Fa qui manque. Hein. Bon, peu importe, peu importe. J'ai quand même quelque chose qui ressemble, avec son zigzag, à une descente de Mi à Mi. C'est assez intéressant aussi. Hein. Tous ces éléments d'équilibre sont intéressants à voir. Voilà. Bon, je fais une petite pause pour déjà bien jouer cette écriture basse-soprano. Je complète l'écriture ici, attention, ça c'est forcément dièse, c'est un accord de dominante, donc on a sous-dominante, dominante, tonique, et j'ai la septième qui passe ici. Voilà. Ce sera d'ailleurs une cadence B. Allez, je l'écris, c'est encore une fois, je reprécise, c'est un vocabulaire qui m'est propre, enfin vocabulaire, ça n'est pas un vocabulaire, dire B, c'est pas vraiment du vocabulaire, enfin bon, c'est une appellation un peu maison, si je peux dire, qui permet de s'y retrouver, c'est-à-dire que c'est la dominante qui descend là, et le La n'est pas obtenu par montée du Fa dièse de la 4, mais par abandon de la fondamentale Si. Donc on le sait d'avance que c'est une cadence B, donc on reprend ses connaissances sur cette cadence B, on les applique. Il faut que les choses soient conscientes, bien connues, et, comme je l'ai déjà dit, reconnues. Alors voici ici basse soprano. Je me permettrai, avant de continuer, l'idée m'est venue là, je ne veux pas passer pour ce que je ne pense pas être très sincèrement, pour pédant, hein, mais j'aime bien de temps en temps employer quelques mots qui sont très spécifiques. Bon, peut-être certains les trouveront superflus, voire inutiles. Bon, je le dis, j'ai bien signalé dans cette mélodie une montée vers du Mi, la tonique Mi, vers un espèce de grand élan avec ses mouvements disjoints, je ne fais que me répéter, vers le Mi aigu, et puis après une descente qui est beaucoup plus calme. Je l'ai fait, évidemment, c'est mon interprétation à moi, mais je pense que musicalement c'est bien ça. Il y a une tension vers l'aigu, une montée, j'atteins le point culminant et je redescends naturellement avec calme vers la tonique, vers l'accord de tonique. Eh bien, il faut savoir que ce ne sont pas des termes à proprement parler musicaux, mais ces montées comme ça vers le point culminant portent deux noms que je signale. Il y a un nom grec
qu'il faut quand même connaître, c'est l'anabase. Je crois que certains le connaissent, parce que c'est quelque chose qu'on utilise, c'est un terme qu'on utilise, anabase, dans l'analyse de la langue française, dans la littérature, dans le travail littéraire. On parle de l'anabase, la montée vers le point culminant, et la descente après qui est catabase d'ailleurs, hein, anabase, catabase. Je fais remarquer, tout ça est une petite seconde, je me permets de le faire, c'est qu'un des grands ouvrages de l'Antiquité, un ouvrage de Xénophon, qui s'appelle l'anabase, c'est-à-dire la montée vers le haut, hein, vers la montée. On parle de l'armée grecque qui atteint les sommets avant d'affronter, peu importe, je ne vais pas en parler de l'anabase maintenant, mais enfin voilà, ce sont des choses, ce sont des repères aussi pour préciser un vocabulaire. Et puis un mot français, donc ça c'est un mot grec, le contraire d'anabase est catabase, c'est la descente, donc on pourrait parler de catabase, donc tout ça peut apparaître très pédant, hein. Je le reconnais, mais j'aime bien quand même indiquer ces choses-là, parce que ce sont des notions aussi qui font leur chemin, même si on les écoute comme ça en passant, on retrouve ces mots, c'est une notion qui se précise, qui est intéressante. Hein. Et l'autre terme, qui est le terme français pour dire monter, c'est l'acmé. On parle de l'acmé de la mélodie, ou de l'acmé, c'est bizarre comme mot, acmé, d'une œuvre, hein, le point culminant de l'œuvre. Donc ici, il y a vraiment un point culminant, hein, et qui correspond d'ailleurs avec une descente ici, donc c'est un point de tension maximum, voilà. Laissons cela de côté. Alors, maintenant, avant d'harmoniser, d'écrire à 4 voix, je propose une écriture légèrement plus fouillée, dirons-nous, une basse un tout petit peu plus subtile. Attention, je ne vais pas modifier la basse, je vais la complexifier un tout petit peu, c'est tout. Donc ici, on remarque, je l'ai déjà fait remarquer avec ces petites accolades ici, que cet enchaînement Do, La, chiffré 6, Si, Sol, chiffré 6, sont tout à fait comparables. Ils sont analogiquement, c'est la même chose. Eh bien, je propose ici d'avoir un Ré bécard qui passe, une note de passage qui sera harmonisée en fait. Donc je peux dire, et je le fais ici, je crois que tout le monde commence à être habitué à ça, j'ai un emprunt à la sous-dominante, donc ça c'est bien du Mi mineur, le Sol est bécard, je l'écris dès maintenant pendant que j'y suis, écrivons le premier accord. Ça, c'est bien un accord de Mi mineur avec son Sol bécard. Eh bien, je peux avoir ici l'introduction du Sol dièse, c'est-à-dire l'harmonie de dominante de La, c'est-à-dire l'emprunt à La, et je redis pour la 2/1000e fois, comme je l'ai déjà dit, la création d'une sensible et la suppression d'une sensible, c'est-à-dire la transformation de l'accord de Mi mineur en accord de dominante de La mineure, c'est-à-dire la transformation de l'accord Mi Sol Si en Mi, Sol dièse, Si, Ré, c'est-à-dire j'ai créé un Sol dièse, j'ai créé une sensible, et j'ai adjoint un Ré, c'est-à-dire que j'ai supprimé la sensible Ré dièse de la tonalité. Voilà. Donc l'opération s'effectue ici. J'écris donc le chiffrage dièse, et je mets un trait, qui signifie que l'harmonie se maintient. On est bien d'accord que quand le Ré passe, ce trait signifie, ou pourrait s'écrire, plus 4. C'est un accord, voilà. Et je le fais ici aussi, donc j'écris bien ici. Ça, j'ai oublié de le faire, j'aurais dû le faire tout à l'heure. Hein. C'était bien une dominante avec son dièse, et un trait avec le La qui passe. Voilà. Donc, déjà, on a une ligne mélodique qui est celle-ci. Je rejoue basse soprano avec cette modification. Voilà, je m'arrête là. Ça, c'est une première chose. Alors maintenant, j'ai bien envie d'indiquer une autre chose. Alors pour ça, je vais peut-être, je réfléchis un tout petit peu, je vais peut-être proposer une écriture à 4 voix d'abord et introduire après les petites modifications. Voilà. Ça sera plus simple, je crois, et plus compréhensible et plus clair pour tout le monde. Donc j'écris à 4 voix. Alors, j'ai Mi, Sol, Si, Mi. L'accord de dominante sera tout naturellement Ré, Fa, Si, Si. On retrouve bien, nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, on retrouve bien l'accord de sixte avec la doublure de sa sixte, mais sous forme d'octave dans les parties supérieures, alto, soprano. Et donc, on voit bien que la mélodie se déplace très simplement, mais ici, et que l'harmonie reste ramassée. Et donc, ça sonnera forcément très bien. Et ici,
Le mi revient, personne ne bouge, si je veux dire. C'est-à-dire que ça, c'est un simple aller-retour. Hein. C'est-à-dire à l'accord de mi, si, mi. Hein, je l'écris ici, qu'on le voit bien. J'ai mi, sol, si. C'est bien ça dont il s'agit. Ré dièse, fa dièse, si. Le retour, mi, sol, si. Certes, c'est dièse, mais ça ne change rien. C'est bien un accord de mi, un accord de si renversé, et un accord de mi. Pas de problème. Il se trouve qu'il est dièse, c'est que c'est un mi avec un seul dièse, peu importe. Alors maintenant, je voudrais signaler, je n'aime pas trop écrire dans le grave, dans le bas, là, parce que... mais je vais le faire. Je voudrais signaler quelque chose que nous n'avons jamais vu encore, enfin je ne pense pas, je suis sûr que nous ne l'avons pas vu. Nous avons parlé des appoggiatures ou des retards, notamment le retard, c'est-à-dire la note de l'accord précédent, qui est la bonne note, qui est une note réelle, qui se prolonge pendant que l'accord change. Donc cette note-là devient étrangère et elle doit se résoudre en général en descendant, presque toujours au départ, en descendant sur la note réelle. Nous avons vu par exemple à cet égard, je le mets entre parenthèses, je ne le réexplique pas, nous avons vu le 4-3, nous avons vu le 9-8, nous les avons vus. Eh bien aujourd'hui je propose de voir un retard à la basse, ce qui est une chose un petit peu différente. Eh bien, c'est dans ce cas-là, on va le trouver notamment chez Jean-Sébastien Bach, qui le faisait beaucoup. Hein. C'est particulièrement présent dans son œuvre. Loin d'être que dans son œuvre, mais dans son œuvre, c'est particulièrement le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai mi, sol, si, et au lieu d'avoir ré dièse, fa dièse, si, eh bien, j'ai le mi qui traîne. Voilà, qui dure un peu trop longtemps, qui déborde. Alors ça, cet accord-là, voilà, je le redis, mais je crois que c'est extrêmement clair. Sur ré dièse, j'ai bien une tierce et une sixte. La tierce et la sixte. Donc le chiffrage de ça, à la basse, on le chiffre 5-2 pour qu'il devienne 6-3. Parce que l'accord est bien ré dièse, fa dièse, si, 3, 6. Mais comme j'ai le mi, le fa est 2, le si est 5. Et quand le mi va sur le ré, le 2, le fa, devient une tierce, et le si, qui est une quinte, devient une sixte. Je crois que c'est clair. Je propose donc ici, c'est quelque chose d'assez beau, on trouve encore une fois dans l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, c'est pas rien. Au lieu d'avoir le ré dièse attaqué, j'aime bien le retarder. Donc voilà une petite complexification. On voit bien ici ce que c'est que passer du simple au complexe, enfin quand même, je crois que c'est très clair, parce que j'avais quelque chose qui était fait de noir, et tout d'un coup je vois un jeu mélodique à la basse. Sur un soprano qui, si j'ose dire, je n'aime pas le mot, mais peu importe, qui plane, c'est-à-dire qui est au-dessus, qui est large, qui est un peu, voilà. Et sur une basse qui est mélodique et conjointe. Hein. Un soprano qui est large, en valeur longue, en grands intervalles, juste, en plus dans un intervalle juste, des quintes et des quartes, et la basse est tout le contraire. Elle est linéaire, elle est sinueuse, et elle a affaire à des tons, des demi-tons, des sensibles et des suppressions sensibles. C'est vraiment le contraire, et c'est donc ça la complémentarité des voix. Hein. Donc j'ai ça, mi, mi, ré dièse, mi, ré, do. Alors ça fait ça, on est bien d'accord. Hein. J'ai le mi qui dure, premier temps, deuxième temps, troisième temps, ré, mi, ré, do, etc. Voilà. Qui est assez mélodique, donc ça fait bien ça. Alors maintenant, une autre petite idée, cette fois-ci, j'ai déjà employé le terme, une idée qui est nulle harmoniquement et qui est presque nulle mélodiquement. Alors on va dire qu'il n'y a plus grand-chose, il reste plus grand-chose. Eh bien, j'aime bien ce genre d'idée, c'est-à-dire que je me mets dans la peau de celui qui chante ou qui joue un violoncelle, qui joue la basse et qui joue ça, un mi long, on part sur un mi long, puis tout d'un coup on a des croches qui arrivent. Ré, mi, ré, do, ce que je trouve très bien. Mais moi j'aime bien écrire ça, ce qui encore une fois n'ajoute rien, voilà. J'écris deux do. Alors c'est pas deux do, j'entends pas do, do, j'entends pas do, do, non. J'entends mi, ré, pardon je chante très faux, hein. Mi, ré, do, j'entends ce premier motif. Mi, ré, do, ici mi, ré, do, do, si, la, sol. C'est-à-dire que j'entends pas de do. J'entends le premier do comme l'arrivée du premier motif, et le deuxième do comme le départ du deuxième. J'insiste un peu là-dessus, c'est des notions mélodiques très importantes. Voilà, le mi long, peu importe sa longueur exacte, puis le motif
Ré, mi, ré, do, do, si, la, sol, et ça monte. Donc cette doublure du do, ça n'est pas du tout l'idée de faire do, do, deux croches, hein, je répète, c'est bien l'aboutissement d'un élément et le départ d'un autre. C'est pour ça que je pense que c'est quand même pas inutile de signaler ce genre d'écriture. Alors maintenant, je reprends l'écriture à 4 voix. Eh bien, je me retrouve, je ne vais pas refaire encore une fois en bas ma petite démonstration habituelle. J'ai mon saut de carte, j'ai dominante tonique, j'ai bien dit dominante tonique en La mineur. C'est bien en La mineur. Eh bien, nous savons, je ne le redémontre pas, ça s'écrit saut de carte ici, sensible tonique ici. Voilà. Donc maintenant, j'ai l'élément sous-dominante, dominante. C'est-à-dire que ça, c'est une tonique de La mineur, mais c'est déjà la sous-dominante du ton, de la tonalité principale. Donc j'ai sous-dominante, dominante, eh bien, il n'y a qu'une seule manière de l'écrire, il n'y en a pas deux, hein. Il y en a une seule. C'est ça. C'est Fa dièse, attention, ce Fa est bien dièse, hein, et Ré dièse ici. On voit bien ici l'écriture qui peut être comparée à celle-ci. Ça, c'est accord parfait à l'état fondamental avec fondamental au soprano fermé. Et là, c'est aussi fondamental au soprano, mais ouvert. Donc, on a bien fondamental quinte tierce, fondamental. Nous l'avons vu dans le cours sur les positions de l'accord parfait. Et puis, j'ai ce saut de carte. C'est exactement le même que celui-ci. Donc, j'ai bien Ré dièse mi. Alors, je le montre, je l'écris. Hein. J'écris d'abord ça. J'écris d'abord ça. Je vais prendre mes petites couleurs habituelles pour que ça soit très visible. Ce que je veux montrer, c'est que ça, c'est un enchaînement. Donc, je tiens bien à ces deux petits découpages. Ça et ça, c'est très comparable. C'est la même chose. Même. Et ça, c'est position fermée. Ça, c'est position large. Qui dit position fermée d'un côté et même enchaînement en position large, dit échange des parties. L'élément sensible tonique est ici, il se retrouve ici. Le saut de carte, ici, il se retrouve ici. Pardon, j'ai fait une erreur, oh là là, oh là là, oh là là. J'ai bien fait de signaler, là c'est bien un si, attention, oh là là. Pas de blague, hein. C'est pas le moment de faire des erreurs de notes. Hein. C'est jamais le moment de faire des erreurs de notes. Voilà, bon, je crois que c'est très clair. Maintenant, ça, cet élément-là, il y a simplement la création du sol dièse et du ré bécard. C'est la même chose ici, sol dièse, ré bécard. Tout le reste est immobile. J'avais ces notes, le mi est immobile, c'est pareil. Donc je peux écrire tout de suite des blanches. C'est une immobilité totale. Voilà. Et j'arrive sur, très simplement, un accord de sous-dominante. Très clair, très calme, et je retombe. Alors c'est très intéressant, enfin c'est intéressant, je sais pas si c'est très intéressant, c'est intéressant sur le plan de la technique. Je l'avais dit alors d'un autre cas. J'ai ici, je les mets en rouge cette fois-ci pour les montrer, j'ai ici cette octave obtenue par Do La, Do La sixte qui s'ouvre. Là c'est le contraire, j'ai La Do qui se ferme. Voilà, je l'avais déjà signalé à d'autres occasions, il faut le voir, encore une fois, il faut reconnaître à chaque fois les éléments. C'est l'essentiel de mon propos, hein, pour qu'on le sache bien. Ce n'est pas pour proposer des tas d'exercices comme ça, mais c'est à chaque fois remontrer du doigt, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. De manière un petit peu, à satiété, mais c'est ça la vraie maîtrise, hein. Il n'y en a pas d'autre. Donc ici, j'arrive bien sur ma dominante, donc j'ai à nouveau le Ré dièse et le Fa dièse ici. C'est la même position qu'ici. Et j'ai ma cadence parfaite, cadence dite cadence B, c'est-à-dire le sol. Ah, attention, je parle comme si c'était un langage, comme si c'était une langue à part. Hein. J'utilise la langue de Do majeur. Attention, la langue de Do majeur, passer de l'accord de Sol à l'accord de Do. Si c'est la cadence B, c'est Sol, Mi, Ré, Do. Et ici, la sensible descend sur le Sol. Donc je retraduis maintenant en Mi, c'est Si, Sol avec le passage. Sensible descend sur le Si parce qu'il manquerait, et Fa descend sur le Mi. C'est-à-dire ça, ce serait Ré, Do. Ça, c'est Si, Sol. Et ça, c'est Sol, Mi dans le langage de Do. Attention. Voilà. Voilà, bon, voilà pour ce choral. Il n'est pas très complexe, en fait. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à apprendre, mais surtout pas tellement à apprendre, hein, mais à reconnaître et à réapprendre et à revérifier. C'est un peu le...
Et je pense que quand on propose ça, par exemple, on proposerait, encore une fois, je cite les examens, on proposerait cette mélodie, une belle compréhension de cette mélodie consisterait à écrire, par exemple, cette version. Je n'en propose pas d'autres parce que je pense que c'est la plus claire possible et je pense que les autres ne seraient pas tout à fait justes. Bon, j'invite tout le monde à chercher d'autres écritures, hein, toujours. Je précise aussi une chose, c'est que les exercices de base donnée, champ donné que je propose en première partie et les chorales que je propose en deuxième partie sont des choses ouvertes, c'est-à-dire qu'il serait bon que chacun travaille dessus, les laisse, revienne et propose d'autres versions éventuellement, c'est ça que je voulais dire. Ce que je veux dire ici, je ne pense pas qu'il y ait tellement beaucoup d'autres versions, mais dans d'autres chorales, il y a souvent beaucoup de versions, enfin pas beaucoup, mais plusieurs versions très bonnes, différentes. On l'a d'ailleurs on en a l'exemple, pardon, dans l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, parce que certains chorales ont été harmonisés par lui de manière différente à différentes occasions. Hein. Ça figure dans le fameux recueil des, je crois, 371 chorales, hein, et je crois qu'ils sont 371, dans le recueil édité chez Breitkopf. J'allais terminer, ben, je n'ai pas tout à fait terminé, je vais dire une autre petite chose. Une petite chose un petit peu, peut-être un peu secondaire, mais bon. Qu'est-ce qu'on voit quand on voit ça? On voit, si j'ose dire, pas mal de choses. Là, il y a pas mal de notes, et là, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, c'est une analyse un peu sommaire que je fais. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que là, il y a une valeur longue qui dure, enfin, longue, c'est bien ça que ça veut dire. Puis là, tout d'un coup, il se passe beaucoup de choses. On peut aussi le critiquer, ça. Enfin, je pense que c'est une bonne chose, mais on peut aussi le critiquer et dire, mais c'est quand même déséquilibré, tout d'un coup, cette grande valeur longue, et puis tout d'un coup, ces croches qui pratiquement donnent presque une impression de précipitation. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais enfin. Je propose, si tant est que ça gêne, d'utiliser ici noir 2 croches. En faisant quoi? En utilisant la carte S6 de broderie, qui est très souvent, ça n'est pas un truc que je rajoute, hein, c'est très souvent utilisé, c'est-à-dire l'accord de tonique puis sous-dominant sous forme carte S6. Ça voudrait dire mi, sol, si, mais, do. Voilà. Voilà. Oui, je ne suis pas très convaincu. En fait, en l'écrivant, oui, je trouve que c'est un petit peu un truc. Alors, on peut très bien avoir aussi ça. Il y a la résolution d'abord. Voilà, je vais le faire. Ça, c'est pas mal, voilà. C'est un peu rajouté, hein. On peut le mettre entre parenthèses, mais il faut savoir qu'on peut très bien avoir recours à cette écriture, qu'elle est très bienvenue. Alors, je vais jouer ça seulement, sans et avec. Voilà, à titre pour l'oreille. Hein. Donc voilà l'accord de mi mineur. Et voilà l'accord de si. J'ai pas fait le retard de basse, on est bien d'accord, c'est pas l'objet là. Le si aigu. Voilà. Et si je fais ça, j'ai... Oui, je trouve que c'est pas mal. C'est pas, ça n'est pas en trop. On pourrait ne pas le mettre, mais le mettre n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que ça fait quelque chose de conjoint. Là, on a do, si, si. Là, on a la, sol, fa. Donc, on a quand même un ténor qui est intéressant, du coup, je trouve. Hein. Je joue basse ténor. Voilà. C'est pas inintéressant du tout. Hein. Surtout avec, comme je viens de le jouer, surtout avec le retard du ré dièse, enfin le ré dièse retardé. Le retard, c'est le mi. Hein. Voilà, on a déjà tout. Alors on voit bien à quel point, là j'ai joué 2 voix, j'ai joué basse ténor, je le refais. On a déjà un jeu un peu polyphonique. Hein. On s'approche de la notion de contrepoint et j'y tiens particulièrement, toujours dans la vision horizontale de l'harmonie et non pas simplement verticale. Je rejoue basse ténor, les 3 premières mesures. Voilà, je trouve que ce ténor, du coup, est assez intéressant. Il est lui-même assez expressif. Enfin, c'est le but de l'écriture. Voilà, voilà, voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais terminer là-dessus, en rejoignant le choral tel qu'il est écrit complet.
Voilà, avec ces 4 voix. Voilà. Je l'ai joué un peu, pas trop vite, hein, parce qu'il faut quand même entendre tout ce qui se passe. J'ai noté, j'ai joué aussi avec le soprano un petit peu plus timbré que le reste. Hein. C'est important d'entendre le choral quand même qui se détache du reste. Toutes les parties sont importantes. Oui, j'ai oublié de dire, j'ai fait une petite erreur, enfin c'est rien, hein, je crois que tout le monde l'aura compris. Donc c'est bien une sous-dominante, je confirme, mais c'est pas 6, c'est 6-4. Hein, 6-4 et on rétablit 5. C'est ça le vrai chiffrage. La carte essique, c'est typiquement la carte essique de broderie. Voilà. Il y a un petit côté un peu intéressant aussi dans l'alto qui fait ça. Pardon. Bon, c'est assez beau, hein. C'est un motif qu'on trouve beaucoup, la broderie autour de la dominante. Hein. On a ça dans la symphonie de Mozart, hein. Etc. C'est mi, ré, là c'est do, si, pardon. Do, si, voilà. Voilà, bon ben, c'est déjà un bon travail pour le choral. Hein. C'est notre 3e chorale. C'est déjà pas mal d'informations, il faut les retravailler, hein. Ne pas passer dessus trop vite. Aussi, autre chose, je laisse tout le monde, là j'arrête, mais j'invite tout le monde à réécrire, je ne vais pas le faire, à tout réécrire sur 4 portées. Hein. Je conseille vraiment de le faire, pour prendre l'habitude de lire sur 4 portées, ce qui est une très bonne initiation à la lecture de, entre guillemets, l'orchestre, enfin en tout cas du quatuor, et de partitions plus étoffées, c'est-à-dire l'orchestre mozartien par exemple. Hein. Lire sur 4 portées, 1er violon, 2e violon, alto, violoncelle, qui correspondent à donc soprano, alto, ténor, basse. Et puis pour les plus ailés, écrire pour le quatuor vocal, bon ça c'est pas une obligation, mais certains le demandent, hein, donc il faut s'y habituer, ne pas être décontenancé le jour où on tombe devant une partition, écrit pour quatuor vocal, c'est-à-dire soprano en clé d'ut 1, alto en clé d'ut 3, ténor en clé d'ut 4 et basse en clé de fa. Quand on n'est pas habitué, ça peut paraître complexe. Quand on est habitué, on s'y fait, on se fait un tour, hein, de toute façon, et ça donne une agilité de lecture. L'agilité de lecture correspond aussi à l'agilité d'écriture, il faut le savoir. Hein. Quand on a l'habitude de voir tout ce qui se passe dans une partition, les parties avec les clés mélangées, les histoires de transposition, c'est aussi un facteur d'acquisition de souplesse, hein, et de réactivité au texte. Hein. Voilà. Bon, je souhaite un bon travail à tout le monde, et à très bientôt.